La question de l'adduction en eau potable et d'alimentation en électricité au Gabon est une question qui reste entière. Cependant, de nombreux efforts ont été fournis par les plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles Ali Bongo Ondimba, qui n'a cessé de ménager des efforts. Dernier événement en date, d'ailleurs, l'affaire Veolia au Gabon. Aujourd'hui, qu'en est-il lorsqu'on parle d'adduction en eau potable? Qu'en est-il également lorsqu'on parle des mines? Qu'en est-il lorsqu'on parle d'électricité? Tentative de réponse dans une poignée de secondes seulement avec notre invité qui a accepté de nous répondre aujourd'hui. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Aujourd'hui, nous nous intéressons au secteur des mines, de l'énergie et des ressources hydrauliques. Et c'est d'ailleurs le patron de ce département ministériel qui a accepté notre invitation. Vous êtes M. Tony Ondomba, vous êtes le ministre gabonais des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Merci de nous prêter votre cadre aujourd'hui pour apporter quelques éléments de réponse aux Gabonais. C'est nous qui vous remercions d'avoir effectivement sollicité cette interview du responsable du département des mines, de l'énergie et des ressources hydrauliques que je suis, et de nous offrir surtout l'opportunité de pouvoir dire à nos téléspectateurs et le travail que nous effectuons donc à la tête de ce département. D'entrée de jeu, je souhaite que l'on aborde l'énergie, j'y arrive. Vous êtes à la tête de ce département depuis 10 mois aujourd'hui. Quel a été l'état des lieux à votre arrivée? Effectivement, cela fait 10 mois, jour pour jour, que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous a fait l'honneur de nous porter à la tête de ce département ministériel, sur proposition naturellement du chef du gouvernement, le Premier ministre, M. Julien Kogebekale. Écoutez, l'état des lieux, lorsque nous sommes arrivés à la tête de ce département ministériel, c'était une situation de conflit, de litige avec l'opérateur national, concessionnaire donc du service public d'eau et puis d'énergie électrique que vous connaissez, qui est donc la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Depuis que nous avons pris la tête de ce département ministériel, nous nous sommes évertués à sortir de cette situation conflictuelle, suite donc à la réquisition faite de la SEG, qui battait encore pavillon Veolia à ce moment-là. Nous avons, avec un différent nombre de partenaires, poussé pour que la République gabonaise puisse effectivement, mais cette fois-ci par une voie amiable, récupérer le contrôle de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, afin qu'elle soit cette fois-ci pleinement et entièrement maîtresse de son destin, en ce qui concerne donc les activités donc de production, de transport, de distribution et de commercialisation donc de l'eau et de l'énergie sur l'ensemble du territoire national. Donc oui, nous partons d'une situation où l'État n'avait quasiment plus son mot à dire, à une situation où aujourd'hui le secteur de l'eau et de l'énergie dépend naturellement de notre pays, de la volonté politique, de la vision du chef de l'État, tout ceci restant naturellement aussi adossé à nos ressources disponibles. Alors, lorsqu'on est nommé à la tête d'un département ministériel, on a une feuille de route. Quelle est la vôtre aujourd'hui? La feuille de route, elle est très claire. Elle découle de la vision du chef de l'État, à savoir l'accès à l'eau pour tous et l'accès à l'énergie pour tous. Mais à l'eau aux meilleures qualités, de meilleure qualité, aux meilleurs tarifs, idem pour l'énergie, ce qui veut dire des énergies renouvelables, ce qui veut dire inverser pour nous le mix énergétique, ce qui veut dire pour nous apporter l'eau dans tous les recoins du Gabon et notamment dans les grands centres de vie, dans les grands centres urbains, et apporter l'eau là où il n'y en avait pas, là où il n'y en a pas encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est notre feuille de route, apporter l'eau au maximum de nos compatriotes. Qu'est-ce qui se fait, parlant de l'eau? Vous le dites si bien, à la capitale gabonaise, et d'ailleurs même à l'intérieur du pays, la problématique d'adduction en eau potable reste entière. Qu'est-ce qui se fait concrètement aujourd'hui? Vous savez, nous sortons de la journée de l'urbanisme, suite à laquelle nous avons pu constater que le Gabon est un des pays les plus urbanisés d'Afrique, à savoir que la majorité de nos populations résidaient effectivement dans nos grands centres urbains. Et j'ai envie de parler d'abord de ce qui se fait dans Libreville, avant donc dans le grand Libreville, donc qui inclut également les communes d'Akanda, d'Ovendo, de Ntoum et naturellement du Libreville traditionnel que nous connaissons tous, avant de parler également de ce qui se fait à l'intérieur du pays. Dans le Grand Libreville, qui abrite aujourd'hui un peu plus de 60% de notre population, il y a un plan d'action qui a été mis en œuvre et dont la finalité est effectivement d'apporter l'eau au maximum de nos compatriotes. Dans ce plan d'action, nous avons identifié donc des actions à très court terme,
des actions à court terme, des actions à moyen terme et des actions à long terme. Je vais aborder le côté eau, mais aussi le côté énergie. Bien sûr. Nous allons passer sur le côté eau, parce que c'est celui sur lequel le plus grand nombre de reproches est effectué de façon assez régulière à la SEG, pour ne pas la citer, mais aussi donc à la République gabonaise, puisque nous continuons à assumer la responsabilité de ce service public, bien qu'ayant délégué donc à la SEG. Sur le très court terme, nous avons d'abord initialement lancé une vaste campagne de lutte contre les fuites. Une très vaste campagne. Et nous pouvons déjà commencer à mesurer les effets de cette campagne. Nous avons un bon nombre de quartiers de Libreville qui aujourd'hui n'avaient pas d'eau ou n'avaient plus d'eau, qui commencent à être ravitaillés de façon assez régulière de cette ressource extrêmement précieuse. Sur les actions de moyen terme, nous avons la construction des usines qui sont en train de voir le jour, en même temps que nous faisons des extensions pour permettre donc à ces populations qui n'avaient pas accès à l'eau de pouvoir avoir accès à cette ressource. Et au titre de ces actions de moyen terme, nous pouvons déjà annoncer l'inauguration prochaine d'une usine de 36 000 m3 d'eau par jour, qui sera donc dans la région de Ntoum et qui s'appelle Simgabon 2 et qui, a priori, dès le 1er janvier 2020, pourra donc commencer à alimenter un certain nombre de quartiers de Libreville. J'insiste là-dessus parce que j'ai parlé de la campagne de lutte contre les fuites. Il y a quand même certaines données qui devraient interpeller beaucoup de nos compatriotes. Aujourd'hui, la SEG produit à peu près 230 000 m3 d'eau dans la région de Libreville, notamment dans ces usines de Ntoum et puis les différents puits et forages associés. Sur ces 230 000 m3 d'eau, nous avons à peu près la moitié, puisque le taux de rendement de la SEG est de 52%, nous avons à peu près la moitié de cette eau qui n'est pas commercialisée, qui n'est pas facturée, en raison essentiellement des fuites. Donc, tenez-vous bien, la moitié de l'eau qui est aujourd'hui produite et traitée par la SEG se retrouve majoritairement dans la nature et prive autant de familles, autant de compatriotes de cette ressource qui est pourtant essentielle donc à la vie, à la qualité de la vie. Et c'est pour ça que vous comprenez que dans les actions de très court terme, nous avons d'abord commencé par la lutte contre les fuites via une opération que nous avons dénommée Brigade Bleue et qui aujourd'hui est visible par l'ensemble de nos compatriotes et qui commence réellement à porter ses fruits. Dans les actions de moyen terme, nous avons donc cette usine, je parlais de Simgabon 2. Dans les actions de long terme, nous avons l'usine de Ntoum 7 qui devrait venir augmenter, sinon doubler les capacités de production actuelles, à savoir une capacité projetée de 140 000 m3, qui correspondrait donc, si on tient compte des taux de rendement actuels, à doubler la capacité totale de l'eau qui est livrée dans la région du Grand Libreville. Mais ces capacités de production seraient vaines si nous ne réglons pas également le problème du réseau de distribution. Et à cela, il faut noter l'effort effectué par la République gabonaise, grâce à ses partenaires institutionnels et bailleurs de fonds que peuvent être la BAD, avec donc la promulgation avec succès donc de la loi d'emprunt portant sur 77 milliards et qui devrait permettre sur les 4 ans, 4 années et demie, de refaire intégralement ou de ramener du réseau, de faire des extensions sur plus de 250 km à l'intérieur donc de la région du Grand Libreville. Donc imaginez la situation existante, imaginez l'ensemble du réseau qui est aujourd'hui défectueux dans les quartiers historiques de Libreville qui seront complètement renouvelés. Imaginez à cela l'ensemble des quartiers nouveaux, parce que la ville est en pleine expansion, qui seront maintenant alimentés grâce donc à ce programme intensif d'investissement. Imaginez en plus que nous aurons dans le même temps augmenté la ressource en eau disponible. Donc nous croyons qu'avec ce plan d'action qui est actuellement mené et qui suit son chemin, puisque je peux vous dire à quel niveau nous nous situons pour chacune de ces étapes, qui suit son chemin et de fort belle manière, nous pouvons escompter que dans les prochains mois, sinon trop dans les quelques années, nous ne parlerons plus de problèmes d'eau dans la région du Grand Libreville. Là, j'ai parlé du Grand Libreville. Et l'intérieur du pays. Et de l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, la problématique est un peu différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous soyons à Libreville ou dans les autres centres un peu plus reculés, la question de l'eau est... La SEG ne gagne pas d'argent sur de l'eau. Mais ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas d'argent sur de l'eau qu'il faut laisser nos populations être privées de cette ressource qui est vitale. Donc, dans tous les grands centres urbains, la SEG procède sur ses fonds propres, la plupart du temps,
à des extensions et à la construction de petites stations qui permettent d'alimenter ces centres urbains-là, en même temps que dans les zones rurales. Là, encore une fois de plus, l'État a fait un effort budgétaire en apportant des forages, à peu près plus de 900, qui ont été donc validés dans le cadre du projet présidentiel, plus de 900 installés dans les 48 départements regroupements que compte notre pays. Et c'est pour dire que, aussi bien nous pensons aux grands centres urbains, là j'ai cité Libreville, mais l'exemple aurait pu être pris sur Franceville, sur OIM. Nous pensons également aux zones rurales, dotées d'un peu moins de population, sur lesquelles nous faisons également des forages pour pouvoir permettre à ces populations d'accéder à de l'eau de bonne qualité. Donc nous étions sur l'eau, je peux avoir le même exercice sur la partie énergétique, je vous en prie. Même si là les données sont un peu différentes. Le challenge dans le secteur énergétique est d'abord d'un premier ordre. Il faut que nous arrivions à inverser de nouveau le mix énergétique gabonais. C'est-à-dire que la part de production thermique, donc gasoil ou gaz, doit diminuer au profit des énergies renouvelables, notamment hydroélectriques, vu le potentiel hydraulique dont dispose notre pays. Il convient de rappeler qu'il y a encore quelques décennies, le mix énergétique gabonais oscillait entre 70% hydraulique et 30% thermique. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que nos ouvrages n'ont pas été entretenus comme ils auraient dû l'être, malheureusement. Dans le même temps, nous avons connu une croissance exponentielle de notre population et les investissements qui auraient dû être réalisés à cette époque par le concessionnaire ne l'ont pas été dans les mêmes proportions que nous observions la croissance de la population. Donc, inévitablement, nous avons eu recours donc, à des solutions de court terme qui se sont installées comme étant des solutions durables, à savoir la location de groupes électrogènes, qui justifie aujourd'hui que la SEG elle-même paye une facture extrêmement salée pour pouvoir produire de l'énergie et la mettre à disposition de nos compatriotes. Le premier challenge que nous devons faire, non seulement pour améliorer la qualité de l'énergie qui est distribuée à nos populations, pour également baisser le coût de cette énergie, c'est de rentrer enfin dans ce programme de barrage hydroélectrique que nous avons tellement à cœur et de faire en sorte que la part du thermique repasse au-dessus de la part, non, que la part de l'hydraulique ou du renouvelable repasse au-dessus de la part du thermique. Et à l'intérieur du thermique, faire en sorte que le thermique gasoil puisse être de moins en moins utilisé au profit du thermique gaz. Parce que, comme vous le savez aussi, le Gabon est un pays producteur de gaz et il est donc de notre responsabilité de valoriser au maximum donc, notre potentiel gazier, quand nous savons également qu'il est moins cher de produire avec du gaz plutôt que de produire avec du gasoil. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, à côté de tous ces éléments évoqués, il y a qu'au Gabon, et particulièrement à Libreville, pour avoir un compteur d'eau ou alors d'électricité, certains agents font monter les enchères et ne sont inquiétés de rien. Aujourd'hui, y aurait-il un problème de contrôle? Est-ce qu'il n'existerait pas de mécanisme de contrôle au niveau, par exemple, de la Société d'énergie et d'eau du Gabon? Écoutez, compte tenu de la position qui est la mienne, vous comprendrez que je ne puisse corroborer avec vous des éléments dont je n'ai pas de preuves. C'est une question. Mais toujours est-il que le constat est unanimement fait sur le faible niveau de satisfaction des clients de la SEG. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie qu'un certain nombre d'actions soient menées. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est le mécontentement des populations qui a conduit la République gabonaise a réquisitionné cette importante entreprise et c'était justement du fait de ces constats d'insatisfaction donc de la clientèle. Donc, au moment de cette réquisition, nous croyons que les principaux objectifs qui avaient été signés, donc à ce moment-là, c'était la continuité du service public, la paix sociale, mais aussi, en troisième et dernier objectif, l'amélioration de la qualité de service de la SEG. Et la réquisition étant passée aujourd'hui, étant derrière nous, Veolia étant de l'histoire ancienne, ces objectifs n'ont pas varié, ils restent les mêmes, sauf que dans la hiérarchisation, nous avons quand même la satisfaction de la clientèle qui est remontée au deuxième rang, à savoir qu'aujourd'hui, toutes les actions qui sont menées par la SEG, sous le contrôle donc de son actionnaire majoritaire, sont des actions qui doivent avoir pour objectif la satisfaction de notre client, tout en rappelant que la SEG demeure une société
commercial de droit privé qui a aussi vocation à faire des profits pour que le modèle puisse rester périn et pour que nous puissions tous profiter encore de l'eau et de l'énergie électrique bon marché dans notre pays. À quand finalement la résolution également des installations anarchiques qui se font ici et là, à travers le Gabon et particulièrement à la capitale gabonaise? Il faut sillonner certains endroits pour constater que des compteurs sont installés de façon anarchique. Et là je parle des compteurs d'eau, des câbles de courant qui ornent le décor. On aurait dit que ce seraient des installations faites à même le ciel. À quand justement? Bon, vous savez, cette question dépasse très largement le cadre du ministère dont nous avons la charge. D'accord. Nous sommes ici, je pense, en train de parler de projets d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Et très souvent, les populations précèdent les voiries, précèdent la viabilisation des sites. Et la SEG est souvent appelée en pompier pour pouvoir venir essayer de pallier donc à ce que j'ai envie de qualifier de parfois installation anarchique de nos populations. Mais un programme d'extension est en cours, il se déroule progressivement. Malheureusement, vous savez, vous ne nous rattraperons pas en un simple claquement des doigts. Plusieurs années donc, de retard, mais nous sommes à pied d'œuvre. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure du projet avec l'ABAD, qui a donc effectivement vocation à nous aider en cela pour les extensions. Et vous pouvez sillonner un peu les routes de Libreville ou certaines artères à l'intérieur du pays. Vous verrez qu'il y a toujours des panneaux qui signalent des extensions sur financement SEG. Et ces extensions ont justement vocation à rapprocher les compteurs au plus près des usagers, les compteurs en eau, mais aussi les compteurs en électricité. Donc oui, le chemin est vaste, le programme est vaste, mais il faudrait d'abord que nous commencions, et nous avons commencé pour pouvoir espérer le finir. Aujourd'hui, il y a également d'autres plaintes. Certains compatriotes le disent souvent haut et fort et même n'hésitent pas d'aller vers la Direction générale de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Un compteur acheté pour une consommation en matière d'adduction en eau potable à 5 000 francs, souvent vérifiable. Et puis, un bon matin, on se lève, désormais la facture elle est à plus de 35 000 francs. Qu'est-ce qui peut expliquer souvent cet état de fait? Quand on sait que dans certains quartiers même d'ailleurs, ils sont victimes de coupures d'eau pendant plusieurs semaines. Et à la fin du mois, on a une facture qui se chiffre à plus de 35 000 francs par exemple. Comment l'expliquer? Est-ce que vous comptez résoudre aussi de tels problèmes rencontrés par les populations gabonaises? Écoutez, nous parlons donc ici de deux problèmes un peu différents. Donc nous avons les compteurs en eau et puis les compteurs en électricité. En électricité, il me plaît quand même de dire que depuis aujourd'hui près d'un an, en tout cas depuis que nous sommes à la tête de ce département ministériel, nous avons systématiquement suspendu le mécanisme d'ajustement tarifaire qui est pourtant prévu par la concession, en demandant à la SEG au préalable de d'abord bien vouloir revoir sa gouvernance en interne, de s'organiser convenablement afin de ne pas faire supporter aux usagers les coûts, par exemple, de leur propre manque de productivité. Et ces éléments sont vérifiables. Simplement, nous avons pu observer depuis le mois de juin, donc une légère hausse, une hausse sur nos consommations, mais cette hausse n'est pas effectivement liée à l'activité propre de la SEG, mais est simplement liée à l'application de la taxe sur la collecte des ordures ménagères, qui est une disposition qui a été votée par le Parlement et qui n'est donc pas le reflet immédiat donc, de l'activité de la SEG. En ce qui concerne les compteurs en eau, c'est un problème qui est réel et auquel nous nous sommes attaqués depuis que nous étions nous-mêmes à la SEG, donc pendant la période de réquisition, en demandant cette fois-ci à la SEG de pouvoir procéder beaucoup plus souvent à des relevés physiques, donc des compteurs des différents usagers, en eau mais aussi en électricité, au détriment d'estimations qui ont été trop longtemps faites sur plusieurs mois, même si c'est un peu la norme dans le métier, dans tous les pays du monde, on ne relève pas systématiquement les consommations, mais il y a des algorithmes qui existent pour pouvoir estimer la consommation d'un client, mais nous avons l'obligation, à minima tous les 2 mois, de partir procéder à une relève réelle afin de corriger éventuellement les anomalies que nous aurons pu constater. Et force est de constater que progressivement, la gestion interne de la SEG avait fait glisser ce délai de plusieurs mois, ce qui parfois a occasionné de nombreux litiges avec les clients,
mais la SEG procède à des régularisations actuellement et tous les clients qui ont pu se sentir lésés à un moment donné sur la base de faits avérés ont été remplis de leurs droits. Mais il convient aussi de dire qu'il y a certains de nos compatriotes qui parfois également font dans, j'ai failli dire, la mauvaise foi. Mais il faut savoir que lorsque nous consommons, nous devons payer nos consommations. Et dans des quartiers où il n'y a pas d'eau et à la fin du mois, on a quand même une facture. Comment l'expliquer, Monsieur le ministre? Ceci relève justement des anomalies qu'il conviendrait de remonter à la SEG en adressant une plainte en bonne et due forme, une réclamation, j'ai dit plainte, une réclamation en bonne et due forme avec la responsabilité pour la SEG de pouvoir venir justifier sa facturation, naturellement. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des mécanismes qui permettraient également aux consommateurs de se sentir considérés quand il est face à une telle situation? Parce que se rendant parfois à la direction générale de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, on peut parfois attendre plusieurs heures et repartir sans même avoir été reçu. Entre-temps, on pose un problème quand même assez important. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui spécifier au niveau de la SEG, mettre en place des moyens, des mécanismes plus rapides pour résoudre de tels problèmes? J'ai envie de dire que ces mécanismes existent déjà, notamment avec l'existence de l'autorité de régulation du secteur énergie et eau au Gabon, donc communément appelée l'ARCE, qui est donc le régulateur, donc un organe indépendant qui veille à ce que la SEG respecte le cahier de charge, qui est donc le sien, dans le cadre donc, du contrat de concession passé avec la République gabonaise. Donc l'ARCE existe, le ministère également existe et reçoit de façon assez régulière des réclamations des usagers que nous transférons naturellement à la SEG. Mais la SEG également aujourd'hui est dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse effectivement recevoir les réclamations et les plaintes qui lui sont faites par ses usagers, notamment à travers son département commercial qui est un des plus grands donc, de cette entité. Et aujourd'hui, les plaintes, les réclamations sont traitées au fil de l'eau. Il y en a tellement, vous savez, la SEG, c'est des milliers, des milliers et des milliers d'usagers. Et nous ne pouvons effectivement pas exclure qu'à un moment donné, il y ait eu quelques dérives. Mais aujourd'hui, tout le travail que nous faisons, tout l'objet de notre plan d'action est de pouvoir justement corriger ces dérives. Il y a parfois des périodes où on constate que la couleur de l'eau qui sort du robinet est rouge, parfois marron. Entre-temps, on parle quand même d'une eau traitée. Est-ce que ce serait lié à la vétusté du matériel? Et s'il y a vétusté, qu'est-ce qui est fait justement pour entretenir, par exemple, un Toomset dont vous parliez tout à l'heure, tous ces endroits qui sont censés fournir l'adduction en eau potable? D'accord. Déjà, il convient de rappeler que la SEG ne fabrique pas d'eau. Donc la SEG, notamment pour reparler de la région de Libreville, puisque c'est le cas pratique que nous avons le plus près de nous, l'eau est collectée d'une source, de rivière ou de puits. Et ensuite, cette eau est traitée pour la rendre potable. Et une fois que cette eau est potable, avec toutes les garanties donc, nécessaires, puisque la SEG est affiliée en la matière des plus grands cabinets donc, de contrôle de qualité de l'eau et obéit aux plus grandes normes internationales en matière donc, de qualité de l'eau également, cette eau, une fois produite donc, à la SEG, est traitée et mise dans le circuit de distribution. C'est effectivement là qu'il peut parfois se poser quelques problèmes quant à la destination finale. Tout à l'heure, je parlais d'un taux de rendement de 52% qui nous rappelle qu'il y a donc des fuites dans le réseau. Et à l'occasion de l'une de ces fuites, il peut y avoir effectivement occasionnellement sur des segments bien déterminés des infiltrations. Mais chaque fois que nous constatons ces infiltrations, nous demandons à nos clients, aux usagers, de bien vouloir appeler la SEG immédiatement en leur précisant donc la zone concernée. Et la SEG immédiatement envoie une équipe pour purger le segment de réseau concerné afin de garantir toujours que la qualité de l'eau donc au robinet soit équivalente à la qualité de l'eau qui est sortie de l'usine de traitement de l'eau. Monsieur le ministre, il faudrait peut-être à chaque fois veiller à ce que cette équipe fasse son travail en temps et en heure, parce qu'il y a des quartiers où le constat peut se faire pendant plus de 24 heures, par exemple. Vous savez, malheureusement, notre système est encore manuel, notamment de détection des fuites, mais à chaque fois que ces problématiques nous sont remontées par les populations, c'est aussi ça, parfois le rôle de veille que doivent avoir les populations doivent le remonter systématiquement à la SEG qui interviendra dans les meilleurs délais.
Vous me permettrez, Tony Ondomba, je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge des mines, de l'énergie et des ressources hydrauliques, de vous poser une dernière question avant à la fin de cette première partie. Et je le disais, vous me permettrez de vous titiller un tout petit peu. Certains agents de votre département ministériel se plaignent de n'avoir pas eu de salaire depuis 3 ans aujourd'hui. Que se passe-t-il? J'ai envie de dire que malheureusement, pour avoir été en interne à la SEG, ou dans ce département ministériel depuis quelques mois, je ne sais pas si nous parlons de salaire à la SEG ou de salaire au sein de ce département ministériel, mais peut-être qu'il faudra préciser la question. Je parle de votre département ministériel dans son ensemble, mais plus précisément ici au ministère. Bah, vous comprendrez bien que ce n'est pas le ministre de tutelle que je suis qui gère la solde. D'accord. Vous n'avez pas d'éléments de réponse? Je n'ai pas d'éléments de réponse à cette question. Merci, Monsieur Tony Ondomba. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge des mines, de l'énergie et des ressources hydrauliques. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement, Madame, Messieurs, pour la suite de cette émission Décryptage. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission Décryptage avec notre invité Tony Ondomba, qui est le ministre gabonais des mines, de l'énergie et des ressources hydrauliques au Gabon. Monsieur le ministre, pour cette deuxième partie de l'émission Décryptage, avant que d'aborder le volet mine, puisque vous êtes également responsable de cette question-là au Gabon, que retenir sur l'eau et l'électricité? Écoutez, ce qu'il convient de retenir sur l'eau et l'électricité, c'est déjà de dire qu'effectivement, nous partons d'une situation avec de nombreuses plaintes, donc des usagers du service public. Mais comme le disait un de mes anciens patrons, dans une vie antérieure, lorsque je me compare, je me rassure, mais lorsque je me regarde, je me fais peur. Effectivement, pour appliquer au contexte actuel, il convient quand même de noter que le Gabon est un des pays avec un niveau d'accès à l'eau les plus élevés d'Afrique, du continent. Mais effectivement, nous ne pouvons nous satisfaire de cet état de fait, puisque nous avons encore de nombreux compatriotes, y compris dans les grandes villes, qui n'arrivent pas à accéder notamment à l'eau potable, mais aussi à une énergie stable, une énergie de bonne qualité. Il convient de retenir que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort afin de pouvoir donc répondre aux sollicitations donc de nos compatriotes, et que certains programmes, comme le programme de la BAD, comme le programme présidentiel, sont la preuve concrète que nous avons à cœur de pouvoir apporter des solutions, et que très concrètement, nous faisons ce qu'il faut pour que ces solutions puissent arriver. Mais il est important aussi de souligner que ce n'est vraiment pas en un claquement de doigts que nous pourrons faire des projets structurants capables de pouvoir répondre à la demande, donc aux besoins de nos compatriotes sur les prochaines décennies. Nous avons l'obligation de bâtir pour le futur, non pas uniquement pour répondre à des préoccupations immédiates à l'instant présent. C'est ce qui parfois nous a joué des tours. Aujourd'hui, nous devons prendre le temps, et nous prenons le temps de bien faire, de faire en sorte que lorsque un projet sera mené, sera lancé, il aille à son terme et vienne directement répondre à un besoin concret qui a été souligné par les populations. Donc la République gabonaise est entièrement mobilisée pour répondre à cette sollicitation. Allez, alors parlez-nous à présent du nouveau code minier, Monsieur le ministre. On a tellement entendu parler de ce nouveau code. Qu'en est-il? Un nouveau code, pourquoi? Qu'est-ce que cela apporte de plus? Merci de nous donner également donc l'occasion de parler du secteur minier et du nouveau code minier, parce que bien souvent, le secteur eau et énergie, tellement il est sensible pour nos populations, a souvent tendance à faire un peu de l'ombre au secteur minier. J'ai envie de rappeler que le secteur minier, notamment dans la promulgation du nouveau code minier qui a eu lieu en juin donc de cette année par le président de la République, chef de l'État, a hissé le secteur minier au titre donc de ressources stratégiques, d'intérêt stratégique pour l'économie nationale et pour les générations futures. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que chaque fois que nous devons exploiter nos ressources minières, nous devons en tirer le maximum pour le budget de l'État, le maximum pour nos compatriotes et le maximum pour les populations locales où sont exploitées ces richesses. D'ailleurs, ceci est tellement bien matérialisé dans le code qu'il y a une nouvelle ventilation qui est prévue, notamment en ce qui concerne la redevance minière proportionnelle, qui octroie donc une part
significative donc, de cette redevance aux populations locales, bien sûr en collaboration donc, avec les élus locaux, les élus nationaux, les ministères de l'économie et le ministère en charge des mines, et naturellement l'opérateur qui exploite, afin que des projets de développement soient menés localement donc, au bénéfice des populations. C'est aussi une grande avancée de ce nouveau code minier, donc la prise en compte effective de la responsabilité sociale des entreprises. Mais ce code n'a pas seulement un volet social, il a d'abord vocation également à être attractif pour les investisseurs. Et il est en cela qu'aujourd'hui, il y a une claire différenciation qui est faite entre les différentes phases et différents stades de vie d'une entreprise, en fonction qu'elle soit à son stade d'investissement, en fonction qu'elle soit en phase de récupération, de profit, de plein profit ou de phase de déclin. Il y a une fiscalité qui aujourd'hui est lisible, qui est prévisible, au même titre que les conditions d'attribution des titres et des permis sont maintenant lisibles par tous. Aujourd'hui, le code minier a été promulgué. Il n'est pas encore totalement en application partout, pour la simple et unique raison qu'il y a différents textes d'application qui doivent être pris, qui sont en train d'être pris et qui permettront, donc, lorsqu'ils seront finalisés, de pouvoir effectivement tirer la pleine quintessence de ce nouveau code minier qui, à la fois, est donc, comme je le disais, attractif pour les opérateurs, mais aussi garantit donc au Gabon de pouvoir jouir pleinement de ses ressources. Est-il possible d'aborder justement ces explications de la façon la plus simple, attractif pour les investisseurs? De quelle façon? Attractif pour les investisseurs, vous savez, dans le secteur minier, le délai de récupération tourne en général autour de 10 ans. Quand je dis attractif, c'est que déjà les titres miniers sont accordés aujourd'hui pour ce qui concerne les grandes mines, pour une durée de 20 ans. Avec la possibilité de renouveler à chaque fois. Ce qui veut dire que lorsqu'un opérateur a passé le stade de la recherche et que la recherche s'est avérée concluante, il sait qu'il dispose d'un horizon certain pour pouvoir faire ses investissements et pouvoir récupérer le fruit de son investissement. Ça s'appelle la stabilité. Aujourd'hui, nous avons garanti dans ce nouveau code minier une certaine stabilité, donc sur la durée des titres, mais aussi sur la fiscalité qui est appliquée aux entreprises. Vous savez, c'est souvent l'objet de beaucoup de frictions avec les opérateurs, la parafiscalité, la fiscalité, bien une fiscalité qui bougerait trop souvent. Aujourd'hui, ils savent, en faisant leur business plan, qu'ils peuvent se projeter sur un horizon de temps bien fini et adapter leur investissement donc à ce business plan et donc à la rentabilité qu'ils espèrent tirer de leur projet. Donc, voici ce que nous garantissons aux opérateurs. Et je pense que ceci est quelque chose d'extrêmement important, en même temps qu'en faisant la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, nous permettons aux opérateurs de pouvoir travailler dans un cadre harmonieux avec les populations. Vous savez, si vous n'avez pas la paix, si vous n'avez pas la paix sociale, quel que soit le montant de l'investissement que vous aurez pu mettre sur le terrain, vous ne pourrez pas en récupérer le juste retour. Et c'est l'un des véritables problèmes au Gabon. Ces entreprises sont parfois installées à l'intérieur du pays et les populations ne voient aucune action sociale qui est menée pour elles qui sont autochtones. Un certain nombre d'opérateurs sont en règle, certains ne le sont pas. Et justement, le travail que nous faisons ici, au sein donc de ce département, c'est de nous assurer que tous les nouveaux titres qui sont décernés et qui seront décernés à l'avenir obéissent à ces conditions qui sont strictes de respect de l'environnement, de respect des populations locales, de respect de l'administration, de respect de l'ensemble des parties prenantes donc à ces projets. Il y en a qui arrivent parfois déjà avec une main-d'œuvre. Alors qu'en arrivant dans ces coins reculés du Gabon, il y a souvent là-bas justement des personnes à la recherche d'emploi. Mais difficilement, ils parviennent à trouver de l'emploi auprès parfois de ces opérateurs. Est-ce qu'il y aura des mécanismes de contrôle justement pour que tout ce qui est contenu aujourd'hui dans le nouveau code minier soit véritablement respecté par ces entreprises? Écoutez, je pense que là, cette question s'adresse plus à mon collègue en charge du travail que moi-même, parce que ce n'est pas le ministre des Mines qui délivre les autorisations de travail. Mais ce qui est clair et qui est clairement indiqué dans ce nouveau code minier, et qui a été une large amélioration par rapport au code minier précédent, c'est qu'il y a des domaines qui sont réservés aux opérateurs locaux. Parmi ces domaines, nous pouvons compter l'orpaillage traditionnel, qui aujourd'hui
malheureusement, est très fortement entre les mains de non-nationaux, de non-compatriotes. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas de dire que le Gabon veut réserver uniquement aux Gabonais l'ensemble des emplois disponibles au Gabon. C'est l'application de la loi gabonaise et qui est la même dans l'ensemble des pays où il y a de l'orpaillage. L'orpaillage est une activité réservée uniquement aux locaux et ce sont des milliers d'emplois. C'est un vivier de plusieurs milliers d'emplois qui est là disponible et que nous attelons à pouvoir organiser en collaboration avec l'opérateur national. À cela, bien naturellement, lorsque une entreprise formule une demande de permis, il y a un certain nombre de préalables, de critères qui lui sont donc demandés, sinon imposés par l'administration. Il y a des critères qui sont d'ordre technique, il y a des critères qui sont d'ordre financier. Toujours est-il que dans l'ensemble de ces critères, il y a effectivement la part qui est réservée aux opérateurs nationaux, il y a la part qui est réservée aux emplois nationaux qui fait partie des critères fondamentaux à respecter par les entreprises. Alors, Monsieur le ministre, que représente aujourd'hui le secteur des mines dans l'économie gabonaise? Moi, je me pose la question concrètement, quelle est la part justement des mines dans le budget de l'État? Vous savez, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Parce que traditionnellement, on a vu par secteur minier au Gabon uniquement l'activité de manganèse. Et l'activité de manganèse est portée depuis des décennies par la Comilog, pour ne pas la citer, bien qu'aujourd'hui nous voyons de nouveaux opérateurs intervenir sur le secteur, comme Noga Mining, par exemple, ou les Chinois installés sur la route de Njolé. Mais l'ensemble de ces opérateurs font qu'aujourd'hui, le Gabon devient une place forte de la production de manganèse à l'échelle mondiale. Et Eramet, qui est donc la maison mère de Comilog, bien que l'État ait également des participations dans Comilog, Eramet aujourd'hui s'appuie essentiellement sur sa production gabonaise pour rester un des acteurs majeurs de la production de manganèse dans le monde entier. C'est donc dire que si au niveau mondial l'activité de manganèse au Gabon est reconnue, combien de fois le manganèse contribue donc à l'essor de notre économie nationale. Et je redis, le secteur minier tout entier a été déclaré d'intérêt stratégique pour l'économie de notre pays et fait partie, avec d'autres secteurs comme le bois, comme l'agriculture, de ces relais sur lesquels compte notre économie pour pouvoir venir renforcer donc, le secteur pétrolier. Alors, on vous a vu effectuer des visites à Comilog, à Mwanda, justement. Il y a un projet de relocalisation d'une bonne partie de la ville pour permettre l'exploitation du manganèse, sur lequel la ville est construite aujourd'hui. Où en est ce projet? Qu'est-ce qui se fera sur le court, le moyen et le long terme pour ces populations-là? Écoutez, très récemment, avant de venir sur le cas spécifique des populations, très récemment, nous avons eu effectivement des discussions très avancées avec Eramet et Comilog sur justement leur projet d'avenir. Et la République gabonaise a apporté son plein et entier donc, soutien à ce projet de développement qu'on appelle communément Comilog 2020, qui pourra permettre dans un horizon de quelques années de doubler la capacité de production actuelle donc, de la Comilog, avec des centaines de milliards d'investissements directs qui seront donc faits dans la région donc de Mwanda, et surtout des centaines et des centaines d'emplois qui seront créés pour la circonstance. Donc oui, inévitablement pour des projets miniers de cette nature, il va y avoir des relocalisations de population, mais ceci est bien pris en compte dans le cadre d'un projet intégré qui est donc mené par la Comilog et qui aujourd'hui, vous pourrez aller regarder sur le site, est effectivement en train de prévoir des zones de relogement, est en train de construire des cités, est en train de mettre en place un certain nombre de voiries, mais tout ceci sous le contrôle du gouvernement de la République. Vous savez, très souvent, nous avons eu vent de beaucoup de projets, de beaucoup de bons projets sur le papier a priori, mais nous avons souvent échoué sur le suivi de ces projets-là. Donc aujourd'hui, nous avons une cellule qui est donc dédiée au suivi de cette entreprise qui est donc majeure dans le secteur. Et nous pensons bien que si elle arrive à mener à terme le plan d'action qui est le sien, cela devrait normalement se ressentir de façon positive pour les populations de cette localité et aussi pour le budget de la République gabonaise. Êtes-vous en train de dire que les conditions seront réunies, le court, le moyen et le long terme? Je vous pose la question. C'est très exactement ce que nous disons parce qu'il n'en saurait en être autrement
pour que le Gabon soutienne un projet. Le court, le moyen et le long terme. Le court, le moyen, le long, voire le très long terme. D'accord. Alors, justement, puisqu'on parle toujours de Manda, il y a un problème principal, notamment celui de l'acheminement du manganèse de Manda vers le port d'Ovando à Libreville. Vous avez constaté comme nous, souvent des déraillements peuvent causer des retards, et une journée de retard dans l'économie également, c'est un coût et un gros coût. Aujourd'hui, est-ce que il peut être envisagé d'autres possibilités pour résoudre cette problématique d'acheminement du manganèse, par exemple? Bon, déjà, il convient peut-être de rectifier. Il n'y a pas souvent des déraillements. Il y a eu... cette année, il y en a. Il y a eu la loi des séries. Ouais. Il y a eu la loi des séries. Mais si vous faites le rapport entre le nombre de navettes qui existent et puis le nombre de déraillements qu'on a pu observer, vous constaterez, et je pense que vous ferez le constat avec moi, que vous serez d'accord avec moi que le chemin de fer reste un des moyens de transport les plus sûrs, les plus fiables qui existent au Gabon. Mais toujours est-il qu'effectivement, lorsque notre chemin de fer a été construit, il n'avait peut-être pas vocation à transporter les quantités qui sont aujourd'hui produites, non pas seulement par Comilog, mais aussi par l'ensemble des autres opérateurs miniers de la zone, mais plus largement par l'ensemble des opérateurs économiques, et que c'est d'ailleurs ce qui justifie, et mon collègue en charge des transports pourra abonder largement sur la question, tout le programme de renforcement de ce chemin de fer qui est fait aujourd'hui. Mais oui, je suis d'accord avec vous, la question de l'évacuation est centrale dans les projets qui sont actuellement faits par Comilog. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Comilog est aujourd'hui l'actionnaire principal, pour ne pas dire unique, du chemin de fer gabonais. Alors, peut-on parler également aujourd'hui des ressources renouvelables? Je souhaite que l'on aborde cette question aussi parce que les énergies renouvelables occupent désormais une place importante dans le monde. Vous l'avez évoqué en première partie de cette émission. Aujourd'hui, quels sont les projets qui sont mis en place par le gouvernement? On a pu sillonner, par exemple, la zone nord de Libreville, et là-bas, il y a déjà des lampadaires solaires installés. Où en est-on avec ce projet qui vise quand même à apporter une certaine préservation également de l'environnement via votre département ministériel? D'accord. Avant de répondre à cette question précise, permettez-moi également de revenir donc sur le projet de transnational. D'accord. Hein, la route, oui, également, qui pourra donc constituer une voie d'évacuation donc de l'excédent de production qui ne pourra pas être évacué potentiellement donc par le chemin de fer. Donc c'est pour dire toute l'importance donc de ce projet routier qui devrait donc venir nous permettre aussi bien donc sur les zones de production à Njolé, dans le Haut-Ogooué ou ailleurs, de pouvoir par cette ligne-là également évacuer une partie de notre production. Pour revenir sur les énergies renouvelables, il convient quand même de distinguer un certain nombre de projets. Le projet des lampadaires solaires, notamment dans sa première phase, donc les 5000 lampadaires solaires, fait partie de ces projets présidentiels donc, qui ont été menés sous le couvert donc, de la présidence de la République et qui ont donc été répartis à l'intérieur de tout le pays. Ce projet a été tellement plébiscité par nos populations que je pense qu'une seconde phase aujourd'hui est en cours de mise en œuvre et viendra donc permettre de renforcer donc, les premiers lampadaires qui ont été installés. Mais les énergies renouvelables, ce n'est pas que les lampadaires solaires. Ce sont effectivement d'abord pour nous des barrages qu'il convient aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir exploiter enfin le potentiel hydroélectrique qui est le nôtre et qui est un potentiel formidable. Tenez-vous bien, le Gabon dispose jusqu'à plus de 1000 MW de puissance potentielle que nous pourrions obtenir donc de la mise en œuvre de ces barrages. Seulement la réflexion qui se fait aujourd'hui, au-delà parfois des dispositions contractuelles qui ont été parfois regardées de façon un peu rapide et qui nous empêchent de pouvoir avancer paisiblement sur ces dossiers. Je parle des grands barrages, des grands projets F2, Chute de l'Impératrice et d'autres. Il y a la réflexion de se dire, est-ce que nous faisons plusieurs petits barrages, chacun coûtant des dizaines et des dizaines de milliards, avec à chaque fois des coûts de mobilisation et de démobilisation relativement importants, ou alors optons-nous pour un barrage central qui pourrait nous permettre de répondre à la question énergétique sur l'ensemble du pays et voire même faire en sorte que le Gabon devienne un pays exportateur d'énergie électrique. La réflexion n'est pas encore arrivée à son terme. Nous sommes
aujourd'hui sur les études avant que nous puissions engager la République gabonaise sur une solution définitive. Nous voulons avoir entre les mains l'ensemble des données afin que nous puissions trancher en toute âme et conscience. Aujourd'hui, que doit-on retenir lorsqu'on parle des énergies renouvelables? On doit retenir que le Gabon est résolument engagé vers l'inversion de son mix énergétique. C'est un fait. Il en va de la survie même de la SEG, qui doit s'adapter, et il en va également du respect de la vision du président de la République, chef de l'État. N'oubliez pas que sous le président, le Gabon est devenu champion vert. Et nous ne pouvons pas continuer à prioriser des énergies non renouvelables au détriment d'énergies renouvelables quand en plus nous connaissons le potentiel qui est le nôtre. Seulement dans les énergies renouvelables, nous avons plusieurs catégories d'énergie. Nous avons le solaire, le photovoltaïque, qui présente parfois l'inconvénient de devoir déboiser. Et puis avec le niveau d'ensoleillement du Gabon, pays donc de l'Équateur, qui n'est pas forcément comparable à certains niveaux d'ensoleillement ailleurs. Mais nous avons aussi et surtout l'hydraulique, qui aujourd'hui ne demande qu'à ce que nous puissions mettre en œuvre de façon concrète les différents projets. Seulement la République gabonaise, avant de s'engager, doit s'assurer, et s'assure par le département ministériel dont j'ai la charge, que le tarif final qui sera proposé aux usagers soit un tarif qui soit en adéquation avec les investissements réalisés. On ne peut pas avoir un tarif sortie hydraulique qui soit le même que du tarif sortie gasoil thermique ou du tarif sortie gasoil gaz. L'hydraulique a normalement vocation à être moins cher, à être peu polluant, et c'est vers cette énergie que nous voulons progressivement faire migrer la SEG. Naturellement, cela demande du temps, cela demande d'avoir les bonnes études, cela demande d'avoir les bons projets sélectionnés et les bons partenaires. Alors, je vous demanderai un mot de la fin, peut-être pour assurer les Gabonais de ce qui se fait surtout sur la question d'adduction en eau potable et d'alimentation en électricité. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Gabonais lambda doit comprendre? Je note que nous avons démarré cette interview par les questions liées à l'eau et à l'énergie et que vous souhaitez également que l'on termine par les questions liées à l'eau et à l'énergie. Cela signifie sans doute que c'est également ça qui est la préoccupation constante de nos populations, de nos usagers. Effectivement, pour rassurer un peu tout le monde, le secteur minier est d'intérêt stratégique pour l'économie nationale et pour les générations futures. C'est grâce aux ressources qui sont donc extraites de ce secteur et d'autres secteurs que nous pouvons, nous, financer également les activités sur l'ensemble des autres pans d'activités de notre pays, y compris l'eau et l'énergie. Mais sur la question de l'adduction d'eau, et je parlerai moins d'énergie parce que c'est moins complexe, j'ai envie de dire peut-être moins vital pour nos populations, il convient quand même de rappeler qu'aujourd'hui, avec le plan d'action qui est mis en œuvre dans les prochains mois, les Librevillois notamment, mais quand je dis Libreville, je parle du Grand Libreville, les populations du Haut-Ogooué, les populations du Moyen-Ogooué, du Walantem, de l'Angounié, de la Nyanga, de l'Ogooué-Lolo, de l'Ogooué-Vindo, j'espère n'avoir oublié personne, de l'Ogooué-Maritime, verront que ce que l'État dit, l'État le fait. Vous noterez que le président de la République, chef de l'État lui-même, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ne fait aucun discours sans parler des questions relatives à l'eau et à l'électricité. Il en est de même du Premier ministre, chef de gouvernement, qui encore dans sa déclaration de politique générale a bien situé le niveau des priorités et en tête desquelles il y avait l'adduction en eau et l'accès à l'énergie. Donc l'eau pour tous, l'énergie pour tous au meilleur prix possible, de la meilleure qualité possible, c'est la préoccupation constante de toutes les autorités de la République et naturellement de moi qui suis le ministre sectoriel, mais de redire que nous aurons les premiers coups de pelle en ce qui concerne le projet BAD, en tout cas c'est dans les 2 prochains mois. Mais les 2 prochains mois correspondront également à la livraison de l'usine de Simgabon 2. Les 2 prochains mois correspondront également sans doute à la signature de partenariats stratégiques avec des opérateurs mondialement connus pour solliciter leur assistance technique afin que le Gabon puisse rester aux meilleurs standards mondiaux en ce qui concerne les activités en eau, aussi bien que les activités en énergie.
Donc la République tout entière est mobilisée derrière cette problématique qui préoccupe nos compatriotes et nous faisons ce qu'il faut pour que des solutions concrètes soient trouvées. Merci à vous. Tony Ondomba, je rappelle que vous êtes le ministre gabonais des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Merci d'avoir accepté de nous recevoir pour aborder avec vous ces questions importantes qui concernent le bien-être des populations gabonaises. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'occasion de pouvoir échanger avec vous et derrière vous avec nos téléspectateurs et nos compatriotes. Je vous remercie. Restez de nôtres sur Gabon 24. Un prochain numéro de cette émission Décryptage se prépare avec un autre invité. Peut-être pas le même décor, mais certainement la même réalisation. Au revoir.